À une époque où des titres tels qu'EverQuest 2 ou World of Warcraft dominent le marché des MMO et lui font atteindre de nouveaux sommets, les Taïwanais créent leur propre studio. Ils seront à l'origine du premier clone de WoW, perçu comme une alternative gratuite légitime. Pour parler de la création de Runes of Magic, il faut tout d'abord que je vous parle de Frogster, un éditeur de jeux vidéo allemand fondé en 2005 à partir du rachat d'une société prête à l'emploi. Tout leur fonds de commerce repose alors sur le fait d'acquérir des licences de jeux, qu'elles soient locales ou étrangères, de les traduire puis d'en faire la promotion, tandis que des copies physiques sont éditées et qu'ils gèrent l'approvisionnement auprès de leurs partenaires. Et le business marche plutôt bien puisque les résultats financiers de l'année évoquent 4,24 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 302 000 euros. Le 1er janvier 2006, Frogster récupère sa première licence de jeu en ligne en obtenant les droits de distribution de Vital Sign, un FPS coréen qui, à l'époque en bêta, réunit déjà 45 000 joueurs. Le jeu est opéré en Allemagne par Yosho. Puisque oui, quand on parle de distribution, on entend par là que Frogster aura pour seul rôle de vendre le jeu en boîte, pour 20 € seulement. Une autre époque. En mars 2006, Frogster décide de faire l'acquisition d'un tiers du plus grand portail de jeux en ligne allemand, enregistrant des millions de visiteurs uniques chaque mois. L'achat est basé sur une étude qui prévoit une croissance de 60% par an du marché des MMO en Europe. Détail que j'aime bien, à l'époque, on les cite sous l'acronyme MMOG et le communiqué les définit comme suit. Les MMOG sont des mondes virtuels persistants et interactifs, dotés d'une excellente qualité d'affichage 3D, dans lesquels des milliers de participants interagissent avec leurs avatars individuels et construisent une existence virtuelle. La forte identification à leur propre héros virtuel et l'immense densité des expériences incitent la majorité des utilisateurs à passer entre 10 et 40 heures par semaine dans leur monde virtuel. Outre les frais d'abonnement, cela se traduit par une propension croissante à payer pour des objets virtuels. J'espère que vous avez bien construit votre existence virtuelle ces 20 dernières années et dépensé profusément en objets virtuels. À l'occasion, Frogster publie même un communiqué. La vie virtuelle va-t-elle devenir la vraie vie ? Celui-ci est collector et j'ai vraiment du mal à couper des bouts tant tout y est incroyable. Donc, je vous mets le timecode pour vous permettre de sauter, si la vision futuriste de notre cher Christophe ne vous intéresse pas. Imaginez le scénario suivant. Vous achetez un DVD et installez le monde virtuel tridimensionnel encore désert sur votre PC. L'apparence du monde est à peine différente de celle d'un film. La lumière, les ombres, les textures, expressions faciales, les reflets et les mouvements sont tous conçus de manière photoréaliste. Et chacun est restitué en temps réel selon votre perspective. Vous démarrez le programme et il vous est d'abord demandé de vous décrire. Origine ethnique, sexe, âge. Une certaine tricherie est autorisée. Vous choisissez vos vêtements, chaussures et accessoires. Bien sûr, vous devez également inclure un téléphone portable virtuel et un iPod virtuel. Avec votre alter ego virtuel, vous entrez maintenant dans le monde virtuel. Une réplique virtuelle du monde actuel. Composé de paysages, de villes, de bâtiments, de boutiques, de véhicules, d'objets et bien sûr, de personnes. Pour ce faire, connectez-vous au site web du monde virtuel que vous avez acheté depuis votre ordinateur, qui doit être équipé d'une connexion ADSL haut débit. Vous parlez via la saisie de texte dans la barre de discussion ou en langage naturel avec un casque similaire à celui des téléphones portables. Il est temps de vivre dans le monde virtuel, de vous amuser et de participer à son histoire. Lors du vernissage virtuel d'un artiste virtuel, vous rencontrez un partenaire virtuel de rêve, unique et aussi beau qu'une vraie star de cinéma. Et que vous, bien sûr. Vous l'abordez, fixez un rendez-vous, sortez, discutez et vivez des expériences ensemble. C'est le coup de foudre. Vous participez déjà à une histoire interactive qui pourrait ressembler à un feuilleton télévisé, comme Sex and the City. À ce propos, le sexe n'est bien sûr pas exclu. Il est même encouragé pour les participants de 18 ans et plus. Aussi sûr que le sexe par téléphone, mais aussi interactif que le sexe réel. Si vous perdez temporairement votre emploi dans le monde réel, vous pouvez vendre des biens ou des services virtuels, afin de générer un surplus de monnaie virtuelle convertible en monnaie réelle. C'est déjà possible, notamment dans les mondes virtuels de Second Life et d'Entropia Universe. Un jeune enseignant a ainsi gagné 200 000 $ supplémentaires en 2 ans, en tant que promoteur immobilier virtuel. En Corée, pays pionnier de cette tendance, 2/3 de la population âgée de 9 à 39 ans joue fréquemment ou très fréquemment au MMOG, soit un total de plus de 10 millions de personnes. Jusqu'à 150 000 participants évoluent simultanément dans un seul monde virtuel. Par ailleurs, une action collective en dommages et intérêts pour perte d'identité virtuelle dans le titre Linéage est actuellement intentée contre le fournisseur. Les joueurs d'action particulièrement talentueux y sont célébrés comme des stars du football. Leurs performances se déroulent devant des salles combles et sont diffusées et commentées en direct à la télévision. Dans quelques années, de nombreuses personnes physiques aménageront une pièce dédiée chez elles, équipée d'un PC, d'un grand écran, éventuellement avec des effets 3D, d'un système audio et peut-être d'un stimulateur tactile et d'un diffuseur d'odeur, comme passerelle vers le monde virtuel. Elles vivront ainsi au moins une véritable seconde identité virtuelle, aboutissement logique de la méga tendance d'internet et du cocooning, en vigueur depuis des années. Ainsi, les mondes virtuels cannibaliseront non seulement la télévision, le cinéma, la presse écrite, le sport et la gastronomie, mais aussi la vie réelle dans son ensemble. Comparé au monde virtuel prédit, les jeux vidéo que nous connaissons aujourd'hui ressembleront au spectacle de marionnettes d'antan, comparé aux grands films hollywoodiens.
vais pas insister sur tous les passages où il parle d'érotisme virtuel. Avouez que ça valait le coup. En mai 2006, Frogster acquiert des sociétés pour fonder une branche en Corée. À sa tête, Sunny Park, l'ancien directeur général de Gravity. On prévoit déjà la production d'un MMO pour une sortie en 2008 puisque selon l'entreprise, les MMO PC sont sous-estimés en Occident. Puis on apprend que l'entreprise commercialise en exclusivité pour la première fois un MMO. Développé par la société néerlandaise Spellborn, les chroniques de Spellborn est comparé à World of Warcraft de par le fait qu'il se déroule dans un monde fantastique tridimensionnel. Ouais, il en faut peu. Frogster insiste sur le budget de plusieurs dizaines de millions d'euros accordé à la production du titre, tout en continuant à tirer des parallèles avec WoW. On y rappelle que le mastodonte des MMO a récemment atteint le 1 million d'abonnés, alors que ceux-ci paient mensuellement 13 € pour avoir le droit de jouer. Quelques mois plus tard, Frogster achète aussi les droits de distribution de Spellborn en Asie. Persuadé que ce MMO y sera un succès retentissant. Du coup, vous avez déjà entendu parler de Spellborn ? Parce que je vous avoue que moi non. J'ai donc fouillé un peu le net et le premier lien en rapport avec le jeu est un serveur privé qui présente le titre ainsi. Sorti en 2008, les chroniques de Spellborn étaient classées en tant que MMORPG, mais se démarquaient du reste grâce à sa direction artistique unique et son système de combat. Cependant, le lancement fut compliqué, et après 2 années seulement d'exploitation, les serveurs de jeu furent fermés. L'autre MMO que Frogster souhaite exploiter à cette époque, c'est Bounty Bay Online. Il est déjà en bêta, et l'entreprise se félicite d'avoir réussi à garder des serveurs stables alors que 2000 joueurs se connectaient en simultané, affirmant alors que Bounty Bay Online est probablement déjà l'un des plus grands MMOG hébergés en Allemagne. J'ai aussi lancé une rapide recherche, et celui-ci a mieux fait que Spellborn. Il a duré 5 ans. De toute manière, Frogster est toujours en train de pénétrer le marché des MMO en faisant l'acquisition de licences sans réel retour sur investissement. En mars 2007, malgré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, Frogster enregistre une perte estimée à 1,5 million d'euros. Selon eux, ces pertes sont dues à un marché des jeux PC stagnant. Coucou le piratage! D'où l'intérêt de tout miser sur le en-ligne qui, lui, est prometteur. On y lorgne toujours fortement sur World of Warcraft avec ses 8 millions d'abonnés à présent. Mais aussi Second Life, et ses 3 millions de joueurs. Mars 2007. C'est justement la bêta de Spellborn. Et j'admire leur ambition. Le système de combat innovant et tactiquement exigeant, avec des commandes de type jeu de tir et un deck de compétences rotatif, promet un vent de fraîcheur dans le paysage poussiéreux des MMOG. Grâce à l'Unreal Engine 2.5, les chroniques de Spellborn brillent par ses graphismes 3D spectaculaires, ses effets spéciaux époustouflants et ses innombrables détails soignés. On va dépoussiérer vos claviers, les joueurs qui tapent Target encore en 2007. Tellement ringard avec vos barres de compétences figées. Malheureusement pour nous, c'est à partir de là que certains communiqués n'ont pas été archivés. Pensez à l'avenir. Pensez aux youtubeurs qui prennent tout leur ragot d'articles jugés inutiles en leur temps. Archivez tout. En octobre, l'éditeur annonce fièrement que 100 000 préinscriptions ont été enregistrées en 3 mois. Le but étant de publier le jeu en tant que free-to-play et de se reposer sur les microtransactions pour la rentabilité du titre. On s'attend à ce que les joueurs actifs dépensent entre 15 et 25 € par mois. L'objectif est d'atteindre 400 000 joueurs actifs en Europe d'ici fin 2009. Je sais pas trop quelle est la loi allemande qui les oblige à publier tous ces comptes rendus chiffrés sur leur site public, mais je l'aime beaucoup. Les MMO jouent aux beaux gosses mystérieux de nos jours sur absolument toutes leurs données. Donc si vous avez d'autres éditeurs qui en révélé autant, envoyez-moi les sources. Mon addiction aux Excel bien ordonnée vous remercie. Et c'est là qu'entre en jeu un acteur que vous connaissez et adorez tous. Gameforge. Un accord est conclu entre Frogster et Gameforge pour commercialiser Runes of Magic conjointement aux États-Unis. On a même le droit à quelques chiffres Gameforge de 2009. Selon eux, ils réalisent un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de dollars dans 49 pays. Mais le dit accord tombe rapidement à l'eau, puisqu'en décembre 2008, Frogster annonce qu'il éditera seul Runes of Magic suite à des conflits d'intérêts. De toute façon, on n'a pas besoin de Gameforge pour submerger le marché. Runes of Magic s'est hissé au rang de 2e MMO le plus attendu sur MMORPG.com, un site anglophone très populaire, sans avoir lancé de réelle campagne publicitaire ciblant les US. Statistique intéressante, Frogster affirme qu'au vu des habitudes de consommation, seuls 3 à 5 000 joueurs actifs suffiraient à rendre le jeu rentable. Le 15 décembre 2008, Runes of Magic sort officiellement en bêta en Europe. Chez Frogster, on se félicite du succès, après avoir dû ajouter à la hâte un 7e serveur, pour répondre à la demande des 200 000 joueurs inscrits, dont 50 000 ayant téléchargé le client. Le dernier jour de bêta, en mars 2009, on apprend que 37 000 € de revenus ont été encaissés en une journée. L'espoir d'engendrer du profit, pour la première fois depuis plusieurs années, renaît. Et ça y est, premier semestre 2009, Frogster est enfin dans le vert. Vous vous demandez combien de centaines de millions de milliards ils ont gagné? Alors en gros, on a un chiffre d'affaires de 5,1 millions d'euros et un bénéfice net de 1348 €. La dernière fois qu'ils donnaient des chiffres, ils étaient à 87 employés. Mais on est dans le vert!
Un point que j'adore, c'est comment ils décrivent les joueurs dans leur compte rendu. Les utilisateurs qui, dans un titre free-to-play comme Runes of Magic, de manière totalement volontaire, dépensent en moyenne plus de 20€ par mois en monnaie virtuelle et en objets constitués de pixels, reproductibles arbitrairement, sans frais de fabrication supplémentaires, et constituant une valeur dans le monde virtuel. Regardez ces idiots qui payent 20€ par mois pour des pixels. Les cons. De toute manière, chez Frogster, on a toujours été à la pointe de la technologie. En mars 2010, par exemple, on décide d'investir massivement dans les jeux navigateurs avec leur langage Flash dernier cri. C'est le moyen le plus simple pour rendre un titre accessible et le diffuser. Avant, on devait se rendre en boutique pour acheter un DVD, l'installer sur son PC haut de gamme et possiblement payer un abonnement. Maintenant, on peut télécharger le client de son free-to-play, et bientôt, tout le monde n'aura qu'à ouvrir un nouvel onglet sur son navigateur. Si ça, c'est pas le futur, le vrai. Une version navigateur est jouable via Facebook et même prévue pour Runes of Magic. C'est dur. Mais on n'oublie pas ce qui fait rentrer l'argent actuellement. C'est Runes of Magic dans toute sa splendeur de client lourd. Comme en témoigne ce magnifique communiqué où on se félicite d'avoir sécurisé encore 5 à 8 ans de licence pour la vache à lait. C'est pas moi qui rabaisse le jeu. C'est littéralement l'adjectif qu'ils emploient dans leur communication officielle sur leur site corporate. Puis rien à voir avec Runes, mais en juillet 2010, Frogster se réjouit d'avoir obtenu la licence du MMO Terra. Ce qui, selon Christophe, vous savez, c'est le directeur qui nous exposait sa vision du futur dans les univers virtuels. Eh bien, selon Christophe, cette acquisition représente un jalon majeur de l'histoire de l'entreprise. Mais les plus fins connaisseurs parmi vous se grattent peut-être actuellement le crâne en se souvenant que Terra a été diffusé chez nous via Gameforge et non pas Frogster. Vous vous souvenez bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment, Gameforge était déjà en possession de 60% des parts de l'entreprise. En août, il propose de racheter les parts restantes. Puis en mai 2011, Gameforge possède 92% des parts et un accord de transfert est signé. Enfin, en novembre, Christophe Gerlinger, qui avait fondé et dirigé Frogster toutes ces années, démissionne. Adieu Christophe. J'espère que tu as pu vivre la vie dont tu avais toujours rêvé, dans des jeux R18 en VR. Ok, c'était super intéressant, mais vous aurez compris que Frogster n'avait qu'un rôle d'éditeur. Ils ne développaient pas eux-mêmes leurs propres jeux, mais achetaient les licences prometteuses asiatiques et les adaptaient et publiaient en Europe. Du coup, qui a développé Runes of Magic ? Runewaker Entertainment est une société taïwanaise fondée le 13 août 2004, avec pour but de profiter de l'explosion du marché des jeux en ligne en Asie. Ils souhaitent se concentrer sur l'innovation afin de prouver au reste du monde que l'industrie taïwanaise ne se contente plus de suivre les autres nations. L'entreprise grandit lentement, passant de 8 à 40 employés et développant durant 4 ans son premier MMO, Runes of Magic. Le studio cherche tout d'abord un éditeur chinois, mais échoue avant de tomber sur nos fameux Allemands de chez Frogster. L'entreprise se fait discrète en Asie et on en apprend plus sur l'origine de Rome dans les interviews anglaises. Deux membres qui ont fondé Runewaker ont effectivement étudié aux US et ils sont devenus de grands fans d'Ultima Online, Dark Age of Camelot, EverQuest et World of Warcraft. Après être rentré à Taïwan, l'un des membres se retrouve à la tête d'une équipe de développeurs vétérans passionnés, désirant plus de liberté créative, d'où la création de Runewaker Entertainment. Pour atteindre leurs objectifs techniques et assouvir cette soif de liberté, le studio développe son propre moteur de jeu. On retrouve d'ailleurs une page sur leur ancien site web vantant leur technologie. Ils affirment ainsi que la charge sur les cartes graphiques est minime, afin d'avoir l'expérience de jeu la plus fluide possible. 10 000 joueurs peuvent se connecter en simultané sur un même serveur et on se vante de l'absence de temps de chargement entre les zones. Plus de 600 quêtes sont incluses au jeu de base pour contenter les joueurs PvE et leur amour du lore. Des raids et combats contre des boss sont aussi prévus. Côté PvP, on a en tête différentes arènes, tandis que les guildes disposeront de leur propre zone de hosting et pourront se livrer des guerres de territoire. Chaque joueur de MMORPG a son premier amour, et se souvient avec nostalgie de ses premières minutes dans son univers. Nous souhaitons raviver ce sentiment et leur offrir un nouveau foyer, à Taborea. En Asie, on entend parler de Rome pour la première fois en juin 2008. Les intentions d'une sortie globale y sont tout de suite claires, tandis qu'on présente le jeu en mettant en avant ses 6 classes principales et son système de double classe. Des cartes à collectionner sont aussi évoquées afin de réunir des informations sur les créatures rencontrées. En 2009, on évoque finalement la sortie d'une version asiatique du jeu, tandis que le jeu est un franc succès en Occident depuis 1 an déjà. Runes of Magic tourne dans plus de 20 pays et a été traduit dans 10 langues différentes. En septembre, une bêta est enfin rendue accessible avec une sortie officielle en octobre et bien entendu à l'occasion, on a eu le droit à une conférence de presse avec des cosplayeuses. Ne pas rompre avec les traditions, c'est important. Et devinez comment ils ont justifié la sortie européenne avant celle asiatique ? Oui. Eux aussi ont dit avoir voulu peaufiner le titre avant de livrer une version complète au public taïwanais. Sinon, ils se disent honorés d'être comparés à un chef-d'œuvre tel que WoW, y ayant eux-mêmes joué et espérant l'égaler. Encore une fois, il est évoqué que beaucoup de joueuses sont présentes sur les serveurs européens, et ce, grâce au design des avatars personnalisables. Je vais finir par croire qu'ils évoquent régulièrement cet argument pour attirer la clientèle masculine. Si on jette un œil aux commentaires, les utilisateurs évoquent des crashs réguliers au cours de la bêta, et beaucoup. Cela montre du choix d'éditeur qui, a priori, a très mauvaise réputation. Mais comme redouté, l'exploitation du jeu en Asie prend mal. L'éditeur abandonne la licence en 2012 et Runewaker doit reprendre l'hébergement du titre jusqu'à ce que les derniers serveurs soient fermés en 2019.
En 2021, des articles évoquent à nouveau le MMO, alors que son exploitation en Asie est reprise. Vous l'aurez compris, on a peu d'informations sur Runwaker, qui se sont fait discrets sur le développement de leur titre, d'autant qu'ils n'ont pas particulièrement cherché à se faire connaître dans leur propre pays. Malgré tout, le titre a à de maintes reprises fait l'objet d'articles dans plusieurs pays. Videogamer.com en parle par exemple en 2010 pour féliciter sa représentation progressiste du mariage pour tous. Alors que les mariages gays sont illégaux dans nombre de pays, un développeur taïwanais, donc sous le gouvernement de la Chine, intègre des mariages entre personnages de même sexe. Ce même site remet un coup de projecteur sur Rome quelques mois plus tard en félicitant le succès du jeu, alors que tout le monde le qualifie de copie de WoW. 3 millions de joueurs, une troisième extension à venir, et quand on interroge un community manager sur les similitudes des deux titres, il insiste sur les doubles classes, le housing ainsi que le système de guildes bien plus poussé. En fouillant encore, on découvre que la bande-son du jeu a été gérée par Frogster, qui a délégué la tâche à l'entreprise allemande Dynamedio, studio ayant composé les musiques de Spellforce ou encore Drakensang en matière de jeux vidéo. Côté France, on obtient une traduction du jeu en septembre 2009. La communication officielle fait alors état de nouveaux donjons et raids, d'une nouvelle bande-son et de graphismes retravaillés pour l'occasion. Sur la version Steam, on a des pics d'environ 180 joueurs en soirée. Mais vous pouvez bien entendu passer par le launcher dédié Gameforge. Toujours sur Steam, 2 évaluations moyennes depuis sa sortie. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO-like au système de double classe ? Attention, les joueurs et ex-joueurs de Runes of Magic, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte. Donc, je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Après avoir choisi le data center américain-européen, on a le choix entre 3 serveurs. 2 Allemands et un Européen. Bon, on se doute de la communauté qui maintient les serveurs actifs. Et... oh mon dieu, sérieux ? Toi aussi tu veux un mot de passe secondaire ? En revoyant ce rush, je me souviens déjà même plus de ce que j'ai saisi. Mais bref. Pour continuer sur sa lancée du « je le parais pas, mais moi aussi je suis un free-to-play asiatique », Runes of Magic se lance avec un son à 0. J'ai comme théorie que les jeux qui font ça sont ceux ayant le plus de phases de grind où il est nécessaire de mettre du contenu sur son écran secondaire pour tenir. Donc, ça me rassure pas beaucoup. J'ai encore foi en toi mon petit Runes, ne me déçois pas je t'en supplie. Mais bon, la musique, c'est rien. Bien plus frustrant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mode plein écran fenêtré ? J'ai l'habitude d'avoir Discord ouvert sur mon écran secondaire, donc du vrai plein écran, c'est bien embêtant. Quant au fenêtré, ça me ferait un format étrange pour ma capture. J'ai donc accepté de subir en jouant en plein écran avant, bien plus tard, de préférer remettre mon écran en 1440p et garder le jeu en fenêtré. Triste, flottant au centre de mon bureau. Sinon, cet éditeur de personnages. Sur cette interface, Runes montre bien son âge avec de magnifiques sliders sans même le moindre nom pour que je m'y retrouve. Mais j'imagine que ça parlera à certains d'entre vous. Ici, on peut être un humain, un elfe ou un nain. C'est l'un des éléments que j'ai pas mal revu dans les critiques de l'époque d'ailleurs. Le maigre choix de race possible. Ah, et les nains sont forcément des hommes. Ajoutez ça aux limitations. Chaque race a 2 classes qui lui sont propres, en plus des 4 autres communes. En tant qu'elfe, vous pouvez par exemple choisir d'être un druide ou une sentinelle, alors qu'en tant qu'humain, vous pouvez être un prêtre ou un chevalier. Je décide de partir sur une elfette et les modèles sont très rétro. Mais à un point où je les aime bien. Toutes ces coupes-là, avec leur vibe animée années 90 surtout. Notez au passage que lors de la sélection de la couleur de cheveux, l'animation du personnage est accélérée. C'est comme ça depuis la sortie du jeu. On va dire que c'est un choix artistique du coup, hein. Puis bon, il y a les curseurs. Curseur qui faisait dire à certains critiques de l'époque que la création de personnages était plutôt complète. Il y a un curseur dédié à la taille de poitrine, donc je crois comprendre pourquoi ils étaient contents. Mon avatar HV, nous voici plongés dans le monde de Runes of Magic. Un jour, faudra qu'on parle des jeux qui placent la caméra de la façon la moins sexy qui soit lors de la première connexion. Très belle texture d'herbe, j'imagine. Aussitôt connecté, le jeu propose de nous faire suivre un tutoriel, tentant de nous aguicher via une belle récompense. Elle a intérêt à être incroyable. Du coup, quand on vous parle de base du jeu, on parle vraiment de « tu débarques sur les gens en ligne, non ? Alors laisse-moi t'expliquer comment utiliser tes 2 jambes pour te déplacer. » C'est quoi notre relation au juste le jeu ? Je suis ton chien et bientôt j'ai le droit à une friandise ? Le fait est que mon QWERTY est bien pris en compte d'emblée, et que j'aime bien les jingles en vrai. Avouez ces mimes. Sinon, vous vous en doutez, on a le droit à des contrôles de base très similaires à vous. Clic gauche sur un ennemi pour le sélectionner ou bien tab. Double clic pour passer en auto-attaque. Ah, parce que oui,
Je vais vous épargner à ne pas le relever à chaque fois qu'un élément ressemble à WoW. Je pense que l'interface de base suffit à faire comprendre aux joueurs de Warcraft qu'il y a eu ici une inspiration très appuyée. Because it looks like a lot like another game. I'm not sure which though. Gameplay is very smooth as well, and the items over here also look like another game, World of Warcraft. See, the developers of this game had one thing in mind, and it was really to copy World of Warcraft. This is probably the most WoW cloney, and probably the best WoW clone, so if you're looking for a WoW clone, this is your game to play. Le tuto m'apprend ensuite à looter et oh, notre première rune. La dame du tuto m'offre un anneau pour me féliciter d'avoir tué les araignées au fond de son jardin et admirer cet écran de choix qui s'ouvre si j'ai pas sélectionné quelle récompense je souhaitais juste avant. Plutôt que hurler qu'il faut que je choisisse quelque chose pour rendre ma quête, c'est bien plus sympa. Robin me jette sur une monture et nouveau choix. On peut suivre l'expérience originale ou rejoindre la côte de l'opportunité pour accéder à une nouvelle phase de leveling plus rapide. C'est l'un des vrais problèmes avec les MMO. On itère au-dessus d'un jeu qui a souvent atteint un certain âge. Et il est rare qu'on s'embête à donner un coup de neuf aux premières heures de jeu. Alors que c'est de loin l'une des expériences les plus importantes, puisque c'est là que vos nouveaux joueurs vont rapidement décider s'ils continuent ou s'ils désinstallent. Donc va pour cette nouvelle aventure. On débarque dans un port après un rude voyage en mer et... oh. Les variables, c'est compliqué. Runes fait partie de ces nombreux jeux qui vous offrent des récompenses à chaque palier de niveau atteint. De plus, vous avez le droit à un familier invocable sous la forme de cette fée, qui est là pour vous conseiller. Elle donne accès à une sorte de FAQ et passe son temps à vous appeler maître, si c'est votre délire. Bon, maintenant que j'ai fait un rapide tour de mes maigres possessions et poussé tous les réglages à fond, allons voir ce qui... Ça, c'est du lac de compète. Comment ça, l'utilisation de la mémoire de mon PC a atteint un niveau critique? J'ai 64 Go de RAM sur ce PC, donc laissez-moi vous affirmer que c'est un mensonge éhonté. Runes prend tout juste plus d'1 Go alors que Chrome à lui seul m'en engloutit 5. Ah, j'aurais peut-être pas dû aller taper ce plein écran. Ça part sur un redémarrage. Je viens de te relancer le jeu, mais admirez plutôt notre premier autre joueur. Le très bon point avec Runes, c'est qu'on y croise toujours du monde dans les zones bas niveau. Bon signe. Je vous rappelle qu'on a choisi la nouvelle aventure qui est censée accélérer la progression. Je suis en effet niveau 6 après avoir rendu quelques quêtes et j'ai le droit à une nouvelle armure. Parmi tous les aventuriers que j'ai vus, vous êtes un de ceux ayant le plus de potentiel. Vous accomplirez certainement de grandes choses. Du calme, Phantos. J'ai juste tapé un croc dans le buffet et tatané des mannequins d'entraînement. Les individus doués doivent souvent prendre plus de responsabilités que les autres. Ah, je comprends mieux. Ça veut me rejeter plus de travail sans que le salaire ne suive. Nouveau tuto qui m'intrigue fortement, tout en me faisant un peu peur. Le jeu nous apprend que parfois, les quêtes n'indiquent pas précisément leurs objectifs, et que c'est à nous qu'il revient de chercher des indices. Ici par exemple, on m'a dit de retrouver Colin Taibos. Mais pour ça, faudrait que je sache où il fait la sieste. On ouvre donc cette merveilleuse fenêtre, saisit son nom, et marque sa position pour s'y diriger. Très cool sur le papier. J'aime bien quand les jeux sont assez complets pour pas te demander de suivre bêtement un marqueur automatique. Je craignais que ça ne rende certains objectifs nébuleux, alors que dans les faits, je n'ai jamais rouvert cette fenêtre. Ouais. La plupart du temps, les objectifs de quête sont assez clairs. Indiquer sur la boussole ou survoler le modèle d'un ennemi indique s'il est lié à une quête en cours. Il y a aussi un système d'autodéplacement quand on clique sur un nom en couleur et que la cible est proche. Les seuls moments où j'ai galéré, c'était clairement dû au design bancal de la quête en elle-même. Exemple, avec cette quête de dressage. On me donne une fiche d'instruction sur comment dresser un Bernard à l'ermite. Bien, les instructions disent de s'entraîner dans le champ derrière le camp. Un grand terrain plat. Je me doute donc que c'est opposé à la plage et je sors par l'arrière du camp. Maintenant, il ne me reste plus qu'à spam l'invocation du Bernard l'ermite jusqu'à tomber dans la zone que le jeu considère comme acceptable pour l'invocation d'un crustacé. Pas incompréhensible comme quête, mais un peu chiant tout de même. Aparté musique. Un chouïa trop d'intensité peut-être? Et nous voici au camp d'Efner. C'est ici qu'on va apprendre tous les concepts de base du jeu et quêter pour speedrun les niveaux. Et c'est en tapant des trucs dans le coin que j'ai remarqué les messages de montée de compétences dans le chat. J'aime bien le concept de level up les compétences qu'on utilise. Si ça limite pas trop à un type d'arme plus tard, c'est cool. Un autre design que j'apprécie dans Runes, c'est la vie apportée à chaque carte via ses PNJ. Dans tout un tas de jeux, vous avez des personnages fixes qui ne parlent que si vous interagissez avec eux. Alors que dans Runes, les PNJ se baladent et lancent quelques lignes de dialogue en croisant d'autres PNJ. Ça peut paraître brouillon, mais ça aide beaucoup à l'immersion, puisque même sans joueur, vous avez ce sentiment que le monde est vivant. Ah ouais, faut qu'on en reparle de cette histoire de mémoire. Runes of Magic a un problème connu depuis sa sortie.
il a des fuites de mémoire. On entend par là que le programme se charge lui-même en données et plutôt que décharger ce dont il n'a pas besoin, il finit par se noyer. Et inutile de monter sur vos grands chevaux en disant que vous, du haut de vos 4 trillions de gigaoctets de RAM, vous n'aurez pas le souci. Je vous signale que j'en ai 64 et que mon jeu se fout en l'air après avoir utilisé à peine plus d'1 gigaoctet. Mais bon, si le jeu existe depuis plus de 10 ans et que c'est un problème connu, doit y avoir des solutions connues, n'est-ce pas? Si vous explorez un peu les forums, vous apprendrez que le seul contournement connu est de baisser la qualité des graphismes pour espérer saturer la mémoire moins vite. Et j'ai bien dit moins vite, dans tous les cas. Peu importe ce que vous faites, si vous ne redémarrez pas régulièrement le soft et osez passer dans des zones peuplées, le jeu plantera. La question c'est juste, quand est-ce qu'il le fera? C'est l'un des plus gros reproches faits aujourd'hui encore à Runes. Comment voulez-vous fidéliser de nouveaux joueurs si leur jeu plante à chaque session? Bref, de toute manière, j'avais pas vu ma vie chuter au cours d'un combat aquatique et j'ai fini noyé. J'ai donc stoppé ma première session ici, niveau 16 en moins de 2 heures tout de même. Mais bien que le jeu soit assez bien fini et dispose de tout un tas de quêtes pour progresser, j'avoue ne pas avoir été emballé. Je décide donc d'aggro Alda et de le traîner sur l'expérience de leveling originale pour comparer. Je retourne donc dans l'éditeur de personnages et spam entre les elfes et humains pour générer les avatars, jusqu'à ce que je tombe sur un personnage sorti tout droit de Kingdom Hearts. Osez me dire que ça, c'est pas un personnage de Nomura. Je serai donc un humain. Ok. Un guerrier humain. Laissez-moi pousser tous ces curseurs à fond. Ne pas oublier les mains yaoi, important. On saute donc le tuto et on choisit de rester sur l'ancienne aventure. Les joueurs de WoW. Vous en pensez quoi? Vous pouvez même vous livrer à vos RP préférés. Admirez-moi ces intérieurs modélisés. On a beau être sur l'expérience originale, c'est pas pour autant qu'on a le temps. Le jeu met donc à notre disposition de quoi enchanter nos armes pour les booster et les faire briller de mille feux. Je tiens à préciser que je préfère, et de loin, cette zone de départ. C'est bien plus lent, certes, mais tous les personnages y sont adorables. Regardez Champ et Meryl. Ils sont mariés et lorsqu'on parle à Champ, ils nous évoquent la belle demoiselle à ses côtés. C'est tellement rare un couple qui ne se crêpe pas le chignon dans un MMO. Sinon, on a Woody Woods, le menuisier du coin, autoproclamé bard qui nous envoie auprès d'Alice, l'herboriste, pour qu'on trouve de quoi soulager sa gorge. Alice qui, dès lors qu'on évoque le nom de Woody Woods... Ah, et si vous êtes étonné de ne pas me voir changer d'armure, c'est normal. J'ai pas designé un personnage au pec saillant pour qu'on le recouvre d'une vulgaire chemise. Je tiens à mes flancs dégagés. Appréciez-moi la quiétude de cette scène. Ce personnage aux muscles définis, cueillant délicatement des herbes. Il est parfait. Et, inutile de me juger, je suis soft comparé aux guerriers en culotte qu'on rencontre plus loin. Mais oui, comme je l'avais déjà dit lors de la création de mon premier personnage, j'aime bien la DA. La plupart des avatars, même ceux des simples gardes, semblent prêts à partir à l'aventure, devenant l'héros de leur propre RPG à tout instant, ou prêts à lancer leur secte. Équilibre fragile. On a aussi les demoiselles sorties de Dark Souls qu'on va très clairement bientôt retrouver mortes, trahies par leurs gardes. Et comme trop couvrir un jeu d'éloge, c'est mauvais, voici notre prochain point négatif. Dans Runes, il y a des quêtes journalières. Ces quêtes sont acceptables via un panneau et demandent généralement de réunir des objets sur les monstres du coin. Sauf que ces objets drop même si la quête n'a pas été acceptée, bien qu'ils ne servent qu'à ça. Ça veut dire que même après avoir rendu votre quête et n'avoir plus aucune utilité pour l'objet, il est toujours là, à encombrer votre inventaire. À noter que le système de quêtes journalières est un peu étrange. Ça repose pas sur la possibilité de répéter une série de quêtes tous les jours, mais plutôt de pouvoir refaire encore et encore la même quête en boucle tant qu'on n'a pas épuisé son quota de quêtes du jour. Vous aurez donc compris que l'accumulation de ces objets peut être utile, puisque ça signifie que vous pouvez les farm, puis rendre 5 fois la quête liée à la volée, certes. N'empêche que pour moi, qui passe mon temps à vider mon inventaire dans les jeux, ça me fatigue d'entasser des trucs inutiles au cas où je trouve la quête journalière liée. Puisque oui, si vous pensiez que vos 60 emplacements d'inventaire pour un débutant c'est généreux, laissez-moi vous rassurer. L'inventaire est toujours plein et on vous propose gentiment de louer plus de place. Pas acheter. Louer. Deuxième point à noter, ces objets ne sont pas liés, ce qui signifie que vous pouvez aller proposer à l'hôtel des ventes votre pile d'objets de quête. Mais il faut dire qu'il y a même de l'expérience en vente là-bas. Et puis bon, j'ai le droit de rouspéter puisque les devs sont carrés si fort que même des objets de lancement de quête, réalisables une seule fois, peuvent être lootés plusieurs fois. Point qui diffère de WoW et que vous pourriez apprécier, le jeu met à votre disposition une maison dès vos premiers niveaux. Suffit de demander à une gouvernante de lancer les procédures pour vous, à l'issue de quoi elle vous appelle maître et chill chez vous. J'ai commencé à croire que les devs avaient des fétiches liés au fait d'être appelé maître. Ah non, ça va, mon jeu a craché pour reprendre l'aggro. Une fois le niveau 10 atteint et la plupart des quêtes de la zone rendue, on est invité à rejoindre Varanas, la capitale du coin. Varanas, c'est justement l'une de ces zones si peuplées qu'on a un avertissement dès le bout du jeu. Et cette fois, j'ai même eu droit à un speedrun de crash, puisque mon jeu a planté 5 minutes et 20 secondes après son lancement.
Si vous avez bien suivi la première partie, vous vous souvenez qu'on parlait beaucoup du système de double classe de runes. Eh bien ça y est, il est l'heure pour nous de choisir la nôtre. Puisque je suis une personne très originale, je pars sur un prêtre. Ça fait de moi une sorte de paladin avec mon mix guerrier-prêtre. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne ces doubles classes? Ce ne sont pas deux classes actives en simultané, mais bien un principe de classe principale et secondaire. Pour changer votre classe principale, il faut parler à votre domestique, donc ça se fait pas à la volée. Cependant, il y a un système très cool pour switch de stuff d'un clic. Votre classe principale et secondaire ont chacune leur niveau. Si vous voulez monter votre nouvelle classe de prêtre, il faut switch dessus et aller quêter en tant que prêtre. Tout l'intérêt de ce système de double classe, c'est que vous pouvez utiliser quelques compétences de votre classe secondaire et que vos attributs de classe s'additionnent. Ça, c'est la fenêtre des compétences. Vous avez vos compétences de base, vos compétences exclusives à la classe utilisée comme primaire, mais aussi des compétences de prêtre et de guerrier qui peuvent être utilisées en secondaire. Ça signifie que toutes les compétences de prêtre sur cet onglet peuvent être utilisées par mon guerrier. Donc, ouais, c'est laborieux de monter deux classes en parallèle sur un même personnage, mais ça a de réels avantages. De plus, le jeu met à disposition des compétences de téléportation lors de l'obtention de la seconde classe pour pouvoir retourner quêter dans une zone bas niveau. Le meilleur plan, vu qu'il y a deux zones distinctes pour level up, ça reste donc de monter tranquillement niveau 10 sur sa principale, puis de se téléporter dans la zone qu'on n'a pas encore faite et d'y faire les suites de quêtes avec sa classe secondaire. Dans l'immédiat, c'est notre second jour de jeu avec Holda et on veut poursuivre nos quêtes sur nos classes principales. Le hic, c'est que si le jeu nous avait mis à disposition des chevaux pour notre premier jour, ils sont depuis périmés. Ouais, un seul jour de test des montures. Bien radin. Sur Runes, à moins de ne dépenser de vrais euros, c'est pas chose aisée d'obtenir une monture définitive. C'est pour ça qu'il est possible de louer des chevaux. Ouais, entre ça et la location d'inventaire, Runes ne veut vraiment pas que vous deveniez propriétaire. Un autre problème auquel on a rapidement été confronté en jouant à deux, c'est qu'on ne peut pas interagir en même temps avec un objet. Que ce soit pour looter un ennemi ou lancer un événement de quête, on doit attendre que l'autre ait fini, sinon on se prend un message d'erreur. Ça paraît peu, mais quand vous courez après les places d'inventaire, devoir tout ramasser vite pour pas bloquer vos équipiers, c'est super relou. Parlons un peu quête. Ce qui est assez marrant, c'est de constater avec Runes qu'en 2009, les attentes en matière de quêtes n'étaient absolument pas les mêmes que de nos jours. Si aujourd'hui, on va juger un jeu où l'intégralité des quêtes se limite à « va tuer 15 loups », comme le niveau 0 de quête engageante, faut bien noter qu'en 2009, on avait encore l'habitude de jeux sans la moindre quête. Si vous lanciez Ragnarok par exemple, il était considéré normal que vous déambuliez de carte en carte en tuant tous les monstres du coin pour monter de niveau jusqu'à pouvoir tenter la carte suivante. Donc en 2009, on trouvait les quêtes de Runes of Magic bonnes car existantes. Je n'invente rien. 3 more quests. I should mention too that Runes of Magic has a really great questing system. Early on, you're really well directed in the game. You'll always have a quest to do. You'll never need to mindlessly grind. It's not one of those games where you'll get lost in the first 10 minutes. You'll always have something to do. Alors que si vous jouez un peu à Runes, vous constaterez que l'écrasant 99% des quêtes ne consistent qu'à tuer une dizaine d'ennemis. Et bien sûr, on a le droit au PNJ qui se réveille un dialogue trop tard et demande d'aller tuer 15 des monstres que son voisin vient de nous commander d'exterminer. Au début, on le remarque pas vraiment, mais à l'issue de la 5e heure de jeu, lire qu'il faut aller récupérer 15 autres objets sur un monstre qu'on vient de tuer, c'est frustrant. Ma conclusion ? Runes of Magic n'est pas un jeu où on s'arrête 2 heures dans un champ pour y tuer en boucle les mêmes ennemis jusqu'à level up. Non, il a la décence d'emballer ça dans de jolies quêtes, mais ça reste du bash de mob en règle. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes sur ce skin d'Holda couleur chair qui donne l'impression qu'il a des fesses à l'air ? Non ? C'est que moi ? Ok. Ah, et autre point pas hyper clair, donc je vais avoir besoin de vos lumières les vétérans, mais on est d'accord que toutes les zones en intérieur du type grotte, c'est du contenu de groupe. Les quêtes n'indiquent pas toujours quand elles sont prévues pour être réalisées en équipe, mais les ennemis dans les zones isolées étaient toujours bien plus tanky, et des élites s'y baladaient. 4e session, je suis seule face à mon accumulation de quêtes et il faut qu'on me parle du système de téléportation. Dans les villes, c'est plutôt simple. Des personnages indiqués sur la carte proposent une liste de leurs confrères pour y être téléportés. Ça nécessite de connaître les noms des zones par cœur, mais ça fluidifie le déplacement puisque Runes tombe dans l'écueil des grandes villes qui forcent à courir de PNJ en PNJ juste pour se la jouer RP. Non, un des systèmes dont les éditeurs étaient assez fiers pour le mettre en avant lors de la promo du jeu, ce sont les runes de téléportation. Vous disposez d'un livre dans lequel vous pouvez marquer un emplacement via l'utilisation d'encre, un objet consommable. Puis, via l'utilisation d'une rune, vous y téléportez dès que vous le souhaitez. Ça permet de se téléporter à des lieux très précis, mais requiert des ressources. Le souci, c'est que j'ai fait le tour des marchands de consommables en ville, en pensant qu'ils vendraient des encres, mais absolument pas. Les wikis ne m'ont pas du tout aidé à trouver où en acheter, et la seule façon fiable que j'ai pu définir, c'est via le cash shop. Utilisez donc à bon escient les encres qu'on vous donne en début de jeu, et si les vétérans peuvent indiquer s'il est possible d'en acheter quelque part via les tokens de quête journalière, j'apprécierais. Niveau 15, je suis considérée comme un grand garçon, et gagne le droit de participer à du PVP. Lehman est d'ailleurs beaucoup trop enthousiaste à l'idée, au point de me donner du lore sur la raison du PVP. Je répète,
Runes of Magic justifie via du lore la présence d'un bouton pour se taguer joueur PVP. Si ça, c'est pas fabuleux? Comme j'ai jamais trop été PVP, j'ignore les man et je retourne explorer les environs. Autre exemple de la DA sympa, admirez cette abbaye. Je crois même qu'elle dispose d'un donjon, en plus des ennemis niveau 200 qui rôdent dans ses sous-sols. Malheureusement, c'est là que je me suis souvenu de la nature de free-to-play de Runes. En effet, mon inventaire étant comme d'habitude plein, je partais sur du rangement quand j'ai remarqué que j'avais toujours pas tenté le raffinage. Du coup, on prend un de ces joyeux stellaires qui peut augmenter le niveau de puissance des armes de +1, mais notons que le processus d'amélioration peut échouer, auquel cas, le niveau de puissance peut diminuer. J'ai un stack de 10. En les enchaînant tous sur mon marteau, jusqu'à combien est-ce que je peux réussir à monter à votre avis? Je n'ai eu que 2 succès, et comme ils étaient au milieu des échecs, mon marteau est resté rang 1. Mais nous ne sommes pas dupes. Ici, on a une expertise en MMO, donc on se doute bien que le cash shop doit pouvoir aider. La monnaie sur Rome, c'est les diamants. 150 diamants pour 5 €, 9050 pour 200. Voyons un peu ce que l'onglet recommandé propose. Des moyens de transport spécial pour être téléporté à la zone d'événement. Vraiment pas sûr de ce dont on parle. Un paquet de bienvenue gratuit. Un autre paquet, cette fois payant, permet d'obtenir des skins, un familier, une monture permanente ainsi qu'une maison pour 700 diamants. Donc nécessite que vous achetiez 900 diamants pour 25 €. Un autre paquet de débutants payant avec tout un tas de buffs, de l'encre de marquage, location d'emplacement de sac à dos et une monture temporaire. On a aussi des paquets présentés spécialement comme boostant le gain d'expérience et de points de compétences. De quoi économiser du temps et de l'énergie via l'achat d'objets de téléportation. Tout un tas de livres pour monter plus rapidement ses compétences d'artisanat. Mais laissez-moi sortir un peu des packs, histoire d'avoir des descriptions d'objets à l'unité claire. Comme on s'y attendait, on a des joyaux utilisés pour l'amélioration de stuff à la vente. Sauf que ceux-ci aussi peuvent échouer. Genre là, c'est du +20 au +30. Et un seul coûte 200 diamants. Je rappelle que 200. C'est donc un achat de 300 diamants pour 10 €. Et ça a de fortes chances d'échouer. Pour monter au rang +6, on a bien un objet avec un taux de réussite de 100%, mais il nécessite une autre monnaie. Or, chercher Ruby ne les liste même pas. C'est tout de même incroyable cette boutique, sérieux. Un wiki indique qu'on en obtenait à l'achat de certains objets en boutique, mais la ligne est à présent barrée. Est-ce que je dois comprendre qu'il n'y a plus aucun moyen d'acheter des rubis et donc d'avoir du raffinage garanti en jeu? On a de quoi ajouter des emplacements de runes à ses armes et armures, 2 objets pour extraire de façon aléatoire les attributs de pièces d'équipement. Attendez, y avait pas un concept similaire dans Mythine ou Rappels? De devoir payer une fortune pour optimiser les stats de son arme en jouant à la roulette russe au passage? Et bien sûr qu'il y a de l'achat de runes pour booster ses stats de façon permanente. On a des objets qui donnent de l'expérience, pas qui boostent le gain, non, qui donnent directement une somme de points. Et la fameuse encre de marquage ainsi que la rune de téléportation pour 2 diamants. Même un consommable pierre de foyer. Il y a un objet qui déverrouille tous les onglets de sac pour la modique somme de 1200 diamants. Et de la nourriture qui booste les stats pendant une période limitée. Ajoutez à ça tout un tas de skins qu'on ne peut pas essayer, saupoudré de montures gacha, et je pense qu'il est inutile de fouiller davantage. Il reste encore un truc dont j'aimerais qu'on parle rapidement. Les add-ons. Oui, ils sont allés si loin dans l'inspiration que Runes of Magic met à l'honneur les add-ons comme un certain autre jeu. Néanmoins, ce qui est assez drôle, c'est que nombre d'add-ons populaires visent à rendre le jeu d'autant plus similaire à WoW. J'ai voulu jouer à l'expérience Vanilla pour voir ce que le jeu brut avait à proposer, mais voici les add-ons que je vous recommande si vous désirez vous lancer. Pour les installer, il vous suffira de vous rendre dans le dossier du jeu et de les glisser dans le dossier add-ons sous celui nommé interface. Ça sonne familier, dis donc. Nous avons donc le fabuleux Quest Helper, qui d'emblée met en majuscule qu'il n'a rien à voir avec WoW, mais qu'il s'en inspire. Ça permet d'indiquer clairement sur votre carte vos objectifs de quête, d'avoir un indicateur de direction et une to-do list. Ensuite, on a le très bien nommé WoW Map. Comme son nom le laisse deviner, il modifie votre carte pour reprendre la DA de WoW et surtout, la rendre plus cliquable. C'est tout bête, mais cliquer sur une ville pour que ça ouvre la carte de la dite ville, c'est pas présent dans tous les jeux. Comme le fait de changer de zone en cliquant sur le bord d'une carte, et ça me frustre. On a ensuite Z-Bag pour retirer ces vilains onglets et permettre au trait du sac de ranger l'intégralité des onglets. Parce que ouais, de base, vous devez vous amuser à trier vos onglets un par un. Et personnellement, je l'ai pas utilisé, mais sachez qu'on a notre version de Hellbot. J'ai profité de mon nouveau confort de jeu pour aller tranquillement pexer mon prêtre dans la région des steppes. Gros big up à la race du coin et à l'ambiance de la zone.
Je note tout de même qu'on est sur du WoW classique avec une gestion du mana bien relou si on n'a pas des potions à siroter en permanence. Ah, et c'est là que j'ai looté ma première carte. Ouais, vous vous en souvenez sûrement pas, mais ils ont mis au point un système de cartes d'ennemis qui ont un très faible taux de loot. Et moi qui n'avais vu que des posts de commerce en anglais dans le chat global, j'ai vu pour la première fois un message de recherche de guilde en français. Runes of Magic est communément reconnu comme un des premiers clones de WoW, bien fichu. Avec son modèle free-to-play à une époque où c'était encore très loin d'être la norme, tous ceux incapables de payer un abonnement ont naturellement pu glisser vers Rome. Et franchement, j'étais moi-même étonnée de n'avoir jamais lancé ce jeu avant. Je me demandais comment Rome est à ce point resté dans l'ombre alors qu'il propose une expérience si similaire à WoW. Mais dès les premières heures de jeu, les raisons s'alignent les unes après les autres. Déjà, y a pas plus gros red flag que ces fuites de mémoire. Un jeu sorti en 2009 qui a toujours ou presque eu le souci et qui, malgré les mises à jour, n'a jamais pris la peine de corriger un problème qui fait planter le jeu. Qu'il faut bien se dire que moi, j'ai passé mon temps dans des plaines ou dans des villes. À part me faire souffler bien fort, les crashs n'ont donc pas eu de réel impact. Donc, me dire que si j'avais envisagé de tenter sérieusement un donjon ou un raid, il aurait fallu que je redémarre mon jeu avant pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté, et ça me paraît compliqué. D'autant plus quand on y additionne la frustration pour un nouveau joueur. J'avais déjà eu un crash, donc je savais que le jeu avait des problèmes. En lançant ma seconde session avec Holda, j'ai eu bien plus de plantage que lui, et il a mis un certain temps à comprendre que non, je ne m'amusais pas à jouer sur un PC avec 2 gigaoctets de RAM. Donc je vois pas dans quel monde ça envoie un bon message. Autre que, si le jeu plante carrément, qui dit que le reste du contenu ne sera pas autant buggé si ce n'est plus. Et c'est comme ça qu'on perd tous ces nouveaux joueurs potentiels. Pourtant, l'aspect peu populaire du titre est l'une de ses forces. Ça va plaire à certains, tandis que d'autres vont le détester. Mais les wikis de Runes of Magic sont plutôt vides. C'est l'un des points forts que je vois souvent cités. Sur Runes, vous pouvez réellement explorer l'univers. Vous n'êtes pas dans une course à l'optimisation comme sur WoW. Ici, il va falloir chercher par vous-même, tenter d'interroger des joueurs et réaliser vos propres découvertes. Tout ceci reste néanmoins dans une base de jeu très grindy et affreusement pay to win. Le pay to win, en fonction du endgame que vous visez, on peut tenter de l'ignorer. Le grind, encore une fois, ça va plaire à certains, tandis que d'autres vont haïr. La meilleure comparaison que je puisse faire, c'est que si vous cherchez un MMO rétro dans l'ambiance d'un WoW classique, Runes of Magic pourrait bien vous plaire.